To make switching to the new Boost Mobile risk-free, we're offering a 30-day money-back guarantee. So why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Because you have nothing to lose. Boost Mobile is offering a 30-day money-back guarantee. No, I asked why wouldn't you switch from Verizon or T-Mobile? Oh. Wouldn't. Because you love wasting money as a way to punish yourself because your mother never showed you enough love as a child? Whoa, easy there. Yeah. Applies to online activations. Requires port in and auto pay. Customers activating in stores may be charged non-refundable activation fees. Hey, let's talk about your expense report. I didn't submit an expense report. You will. Custom saddles and dog training services are not within policy. What are you talking about? SAP Concur uses advanced AI to audit and automatically detect out-of-policy expenses. It's the breakthrough I needed to focus more on our future. These are my future expenses? Yes, and self-defense classes are out of policy. I'll need self-defense classes? You will. For what? It's a big dog. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Zebra left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Touchdown Actu. Nikinia Simion, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, probablement le dernier de la saison 2024 sur les jeunes joueurs en NFL et en NCAA. Et pour m'accompagner, bon, je n'ai toujours pas Jean-Michel Boujard. Je pense que là, actuellement, il est dans l'avion en train de rentrer de son périple de la Nouvelle-Orléans puisqu'il a assisté au Super Bowl. Celui qui sera à mes côtés pour cette dernière, c'est Alexandre Locke. Bonjour Alex, comment tu vas ? Salut Niti, écoute, ça va très bien, on se quitte plus là, ces derniers jours et ouais. c'est une bonne chose. Et alors je rassure tout de suite les auditeurs, pour le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est mieux que ça soit moi que Jean-Michel, vous allez savoir pourquoi rapidement. Et ouais, tu fais bien, c'est un très très joli teaser Alex parce que, eh oui, on va parler de nos déceptions, de nos flops, des rookies NFL de la saison 2024. On va dire que pendant la saison, on a parlé un peu que du positif de nos jeunes joueurs. Il faut dire que cette saison, chez les jeunes joueurs, on a littéralement brillé. Pour certains, on a eu des questions. Et bien là, c'est le bon moment de faire le bilan de ces joueurs qui n'ont pas totalement répondu à nos attentes. Alex, est-ce que ça te va comme programme ? Bah écoute, moi quand il s'agit de dire un peu de mal, ça me plaît bien. Allez, c'est parti pour les 5 joueurs qui nous ont déçus. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on commence donc avec le quarterback des Chicago Bears, Caleb Williams. C'est tout simplement, Alex, le premier choix de la draft NFL 2024. Caleb Williams qui nous vient donc de l'université de USC. Alors, les statistiques de Caleb Williams, Alex, ne sont pas forcément décevants d'un point de vue rookie. 62% de passes complétées, 3541 yards, 20 touchdowns, 6 interceptions. Mais tout de même, pour un premier choix de draft, Alex, on s'attendait à mieux quand même. Alors, clairement, statistiquement, c'est loin d'être déshonorant si on fait une lecture purement des chiffres. Et encore plus quand on parle d'un quarterback des Bears. Les Bears, traditionnellement, n'ont pas trop l'habitude d'avoir des quarterbacks qui lancent beaucoup de yards, dont 3500 yards pour Chicago, c'est déjà pas mal. Maintenant, tu l'as dit, ça va au-delà d'une simple fiche statistique.
Caleb Williams choisi premier choix de la draft, une très très grosse hype à sa sortie d'université. Il était hyper attendu, il s'était survendu lui-même. On avait soulevé quelques doutes à travers les podcasts John Actu sur Williams dans le process draft, etc., par rapport à sa dernière saison à USC. Eh ben, force est de constater qu'on a eu la confirmation de certains soucis. Ce qui nous fait mettre aujourd'hui dans les flops, c'est clairement le rendu sur le terrain, c'est le sentiment qu'il a donné. Très peu d'assurance, notamment dans la poche, hein, parce que je ne sais pas si tu as la statistique du nombre de sacs concédés, mais elle est affligeante. Ouais, j'ai la stat, c'est 68 voilà. Sacs concédés, beaucoup de pression subie et des sacs notamment encaissés où on a envie de dire mais qu'est-ce qu'il a foutu avec le ballon, c'est exactement ça, Alex. Bah voilà, le truc c'est que certes la ligne de Chicago c'est loin d'être la meilleure de la ligue, malgré tout il y a énormément de sacs qui sont pour lui, il y a des matchs à 7-8 sacs, on le voit, il prend l'eau tout seul en fait, c'est-à-dire qu'il garde tellement le ballon que forcément au bout d'un moment les failles, les brèches apparaissent et la ligne ne peut plus rien faire. Et au-delà de ça, ce qui aussi est à noter dans sa fiche statistique, à pondérer, c'est qu'il bénéficie déjà d'un trio de receveurs de très grande qualité, et des receveurs qui sont très forts dans les yards après réception. Donc ces statistiques sont gonflées par les gains, notamment d'un DJ Moore qui est exceptionnel dans ce domaine-là, parce qu'en fait Caleb Williams il lance à 4-5 yards ou même limite au niveau de la ligne d'avantage, et derrière c'est le receveur qui fait tout le boulot. Donc clairement il n'a pas du tout été rassurant. Il y a très peu de matchs où je l'ai vu convaincant, où je l'ai vu assurer vraiment son statut et son niveau supposé. Bah, en tout cas, il y a la fiche statistique qui est, on va dire, honorable, mais surtout il y a la fiche, on va dire, victoire-défaite. Il est quand même donc il est le quarterback de la série de défaites consécutives des Bears, hein, donc une 10, voilà. Et surtout, il a qu'est-ce qu'on pour l'avenir, en fait, pour Caleb Williams, qu'est-ce qu'il lui faut? Donc, il a déjà des receveurs. Ok, il lui faut une ligne offensive. Mais qu'est-ce qu'il faudra personnellement qu'il améliore donc? Je pense que déjà, le nouveau coaching devrait lui faire du bien. Il va falloir qu'il se remette aussi en question de se dire que c'est pas forcément lui l'élu, que c'est un quarterback parmi tant d'autres, un quarterback NFL. Certes, il a été choisi en première position, mais c'est pas ça qui lui donne une assurance d'une belle et longue carrière. Des premiers choix de draft qui ont pas très bien fonctionné, il y en a quand même beaucoup. Donc il faut qu'il je pense déjà qu'il simplifie un petit peu son jeu, et ça dans cette optique-là, Ben Johnson devrait lui faire pas mal de bien. On a vu ce qu'il a fait avec Jared Goff. Après, je sais pas si moi je joue pas quarterback à haut niveau, je joue pas quarterback du tout, donc c'est difficile de mettre dans sa position, de savoir si il peut améliorer la façon de sentir la pression arriver. Mais je pense que déjà ne pas garder le ballon au-delà de 5-6 secondes, on a vu garder, enfin c'est terrible cette lenteur. Donc voilà, je pense que déjà ça se passe vraiment dans juste après le snap, c'est ça qu'il doit vraiment travailler. Après, la précision, les passes, etc., c'est encore autre chose. Mais c'est déjà sa gestion de la poche. Ouais, gestion de la poche, lecture également plus vite, voilà, lâcher plus vite le ballon et ne pas concéder des sacs bec. C'est un peu ce que Ben Johnson va devoir travailler avec le jeune joueur de l'équipe des Chicago Bears, dont on attend une progression, clairement, en 2025. Lui aussi, on attend une progression et clairement, avant sa sélection à la draft, on pensait que ce joueur-là allait tout casser, tout simplement, au poste de receveur. Sauf que, Alex, il a déçu déjà des joueurs de fantasy, parce que toi, tu es habitué pour la fantasy, et je pense qu'il a déçu. Mais il l'a aussi un peu déçu au niveau statistique, parce que, mine de rien, Marvin Harrison Jr., il fait tout de même 62 réceptions, 885 yards, 8 touchdowns. C'est pas forcément catastrophique, mais pour un joueur non quarterback sélectionné en premier, on attendait quand même un petit peu mieux, Alexandre, non? Alors,
clairement, Marvin Harrison, il avait une hype folle avant la draft, après la draft. Tu l'as dit, dans la fantasy, il faisait partie des tout meilleurs receveurs de la ligue dans les boards fantasy. Donc oui, forcément, dans cet aspect-là, il a un petit peu déçu. Mais d'un point de vue purement terrain et NFL, il n'a pas effectivement confirmé l'immense talent qu'on a entrevu à Ohio State pendant plusieurs saisons. Mais pour moi, son problème, c'est qu'il souffre aussi énormément la comparaison avec les autres receveurs sélectionnés au premier tour et même un peu après. Si on prend Malik Nabers, donc qui est juste après lui, Brian Thomas en fin de premier tour, ou même Ladd McConkey au début de deuxième tour, ils ont tous rendu leur équipe nettement meilleure, et surtout avec des moins bons quarterbacks. Alors, on peut discuter pour Justin Herbert quand même, voilà, Kyler Murray. Pour McConkey, évidemment, Justin Herbert, en plus un joueur que j'adore, donc voilà, on peut nuancer pour McConkey. Mais pour Brian Thomas, qui en plus a été privé de Trevor Lawrence pendant une partie de la saison, et Malik Nabers, c'est pas toi que je vais apprendre qu'il y a un problème de quarterback aux Giants. Ah donc, non, je pense pas. Forcément, eux ont brillé, eux ont fait gagner leur équipe, ce qui n'a pas été le cas de Marvin Harrison. Alors, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on était censé attendre de lui et de voilà, je pense que ce qu'on nous avait un peu vendu et ce qu'on avait vu aussi, tout simplement. Ouais, ce qu'on a vendu, enfin ce que les joueurs, on va dire, ce que les gens qui découvrent Marvin Harrison Jr., voilà, 4e choix de draft, on se dit ah ouais, lui ça va être le receveur numéro 1 des Cardinals. Et bah déjà c'était pas le receveur numéro 1, c'est plus Trey McBride. Et à ses côtés, on a du Michael Wilson, on a James Conner qui peut se transformer en receveur aussi, mais il n'est pas devenu cette cible numéro 1 sur lequel les défenseurs vont faire un focus. Il a même du mal à gagner des 1 contre 1. On a même l'impression aussi qu'il a régressé en vitesse. Est-ce que c'est l'impression qu'il t'a donné aussi sur le terrain ? Oui, j'ai fait quelques résumés de matchs des Cardinals, et il y a 2-3 trucs qui m'ont gêné. Effectivement, tu l'as dit, les 1 contre 1, c'est plus le même joueur. Enfin, ça n'a pas été le même joueur, en tout cas cette année, parce qu'on va lui laisser quand même le temps des saisons à venir. Mais il n'a pas progressé, et il y a un questionnement sur une potentielle régression. Après, il avait énormément de pression sur ses épaules à sa décharge. Il était censé effectivement être celui qui allait faire revivre Kyler Murray aux Cardinals. Donc oui, il y a Trey McBride et c'est un très bon joueur, mais c'était vraiment lui qui était attendu comme ça. Et on l'a annoncé comme le successeur de Larry Fitzgerald dans cette franchise. Donc peut-être qu'il a mal vécu ça, ou peut-être qu'il a eu du mal à le digérer et à vivre avec. En tout cas, Marvin Harrison Jr., futur Larry Fitzgerald, pour l'instant, on en est un peu loin, Alex, et on attend de Marvin Harrison une progression notable déjà au niveau des chiffres, mais aussi que sur le terrain, qui donne vraiment cette impression d'être un peu un receveur numéro 1 à l'extérieur, quoi. Pas un peu comme Trey McBride, qui lui attire les ballons, effectivement, mais voilà, on attend un petit peu plus d'un joueur qui a quand même fait 1200 yards en college football durant 2 saisons et qui a été hyper régulier. Donc, on attend un peu plus de l'ancien joueur d'Ohio State. Le seul défenseur qu'on va évoquer dans nos flops, Alex, on va le développer maintenant, parce que c'est un pass rusher qui nous a enthousiasmé, lui en université à Alabama. Ce joueur, c'est Dallas Turner. Dallas Turner, il a fait tous les matchs du côté des Vikings de Minnesota, mais l'impact statistique est relativement très très faible. 20 plaquages seulement, 3 sacs, une interception et une passe défendue. Alors, les Vikings sont allés le chercher quand même pour revitaliser le pass rush, mais avec Greenard et Van Ginkel, il faut dire que Dallas Turner, il s'est fait tout petit à leur côté. C'est exactement ça en fait. Le terme, c'est ça. Il a paru tout petit à côté de ses acolytes. Et c'est problématique parce que moi, vraiment, j'avais vu sa sélection comme le nouveau leader de la ligne défensive des Vikings, le successeur de Daniel Hunter. Voilà, enfin, je mettais énormément d'espoir en lui. C'est un joueur que j'avais vraiment trouvé très bon à Alabama, très prometteur. Et là, il a été quasiment invisible parce que ces statistiques, tu en as parlé, mais il les a quasiment toutes faites en plus à partir de décembre.
jusqu'à début décembre. Mais il a les statistiques d'un joueur remplaçant du remplaçant, enfin, ou d'équipe spéciale. En tout cas, pas du tout. 7e tour, quoi. Voilà, exactement. C'était ce que j'allais dire. Après, en tout cas, pas du tout un joueur de premier tour. Donc c'est ça qui est gênant. Après, voilà. Comme je l'ai dit, il a marché un peu plus en décembre. Donc peut-être que c'est bon signe de se dire qu'il a enfin trouvé un petit peu ses marques, qu'il s'est adapté et que ça va changer en 2025. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais c'est vrai que dans cette défense particulièrement brillante et surprenante des Vikings et dans cette équipe en général qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête cette saison, il a souffert, il s'est fait discret par rapport à un Van Ginkel qui, pour le coup, je pense, avait été signé pour être sa doublure, enfin en tout cas être le troisième homme. C'est Van Ginkel qui a fait une saison monumentale. Donc voilà, déçu par rapport à ce qu'on attendait. Mais là aussi, il y a forcément, on fait des critiques à la fin d'une première saison, donc on le laisse le bénéfice du doute. Mais je pense que les fans des Vikings sont un petit peu restés sur leur faim. Je pense qu'ils doivent plutôt être patients avec Dallas Turner. Je pense que s'il n'y a pas une progression notable du genre 6 ou 7 sacs, je pense que Dallas Turner va être arrangé malheureusement dans la catégorie des busts. Tu vois, ça c'est un peu mon inquiétude. Mais après, le pass rusher, il a quand même une marge de progression. Comme tu l'as dit, il fait 3 sacs en décembre, on va dire. Il a été parmi les meilleurs rookies défensifs de ce mois-ci. Mais clairement, par rapport, je sais pas, il y a dans les pass rushers qui ont brillé, il y a Chop Robinson qui a fait quand même de très bonnes choses. Mais on en attend quand même un peu plus du pass rusher d'Alabama. Qu'est-ce qu'il doit encore améliorer physiquement et techniquement pour qu'il soit meilleur que Greenard et Van Ginkel? Je pense que il manque certainement un peu de technique par rapport aux tackles de NFL. C'est sûr que les tackles qu'on croise en college football, même s'ils jouent à Alabama et que dans les confrontations secs, il y a du beau monde, c'est quand même pas la même chose, ça se saurait. Donc je pense qu'il y a vraiment, lui, son problème, c'est vraiment une question d'adaptation, peut-être aussi de prise un peu de muscle. Je connais pas ses mensurations précises, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a un souci. Il faudrait voir son pourcentage de duels remportés, mais il y a vraiment des progrès à faire. Et tu l'as dit, tu as parlé de Chop Robinson, on peut parler de Jared Verse, le rookie défensif de l'année, qui est un pass rusher qui a brillé. Alors lui aussi avec des statistiques pures assez moyennes en termes de sacs réalisés. Par contre, il se rattrape en termes de pression et de quarterback hit, alors que à ce niveau-là, Turner a vraiment eu un impact famélique. Et c'est d'ailleurs, moi, dans le journal des rookies, je l'ai mis, pour ceux qui lisent la chronique, je l'ai mis flop de l'année pour les rookies. Flop global, quoi, tout poste confondu. Ouais, c'est ça, parce que quand même, Minnesota est allé le chercher. Il était parmi les premiers pass rushers à un moment à être appelé. Ce n'était pas le premier pass rusher appelé. Bon, c'était Laiatu Latu en l'occurrence. Mais il me semble qu'il est deuxième. Hein. Il est avant Jared Verse. Hein. Et avant Jared Verse, exactement. Voilà, donc là aussi, c'est certainement des faits qui sont difficiles à porter. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, quand tu veux être joueur professionnel, que tu viens d'Alabama, je pense que la pression, il a quand même un peu connu Alabama. Donc voilà, on est peut-être une question de temps. Ouais, on est déçu. On est un peu déçu quand même par Dallas Turner. On attend un vrai rebond lors de sa deuxième saison et surtout avec un coordinateur défensif qui développe quand même très bien les pass rushers avec Brian Flores. On va passer au deuxième tour parce que là, on a fait les joueurs du premier tour qui nous ont déçus. Il y en a donc très peu, comme vous pouvez le constater. Et lors de cette draft 2024, on disait les joueurs qui vont être sélectionnés au deuxième tour vont probablement être peut-être des futurs receveurs numéro 1. Vous l'avez vu avec Ladd McConkey, comme disait Alexandre tout à l'heure avec les Chargers. Celui qui a été sélectionné, je pense, juste après lui, c'est un certain Jalin Polk qui est arrivé au New England Patriots. Alors on se disait, Alex, ouais, il va aux Patriots, ça y est, il va devenir le futur receveur numéro 1 de Drake May. Alors là, par contre, statistiquement, on est très très loin. Alex, 12 réceptions, 87 yards de touchdown. Qu'est-ce qui s'est passé ?
il s'est passé qu'il est pas bon, je pense, tout simplement. Enfin, franchement, c'est catastrophique. Parce que tu arrives dans une équipe qui n'a pas de receveur ou presque, enfin, qui n'a que des receveurs de complément, aucun vrai receveur numéro 1 affirmé. Tu arrives avec un quarterback rookie qui est hyper talentueux et qui a été bon quasiment toute la saison, parce qu'il n'a pas commencé, Drake May, mais il a joué une grosse partie de la saison, et tu es incapable de te démarquer, de sortir du lot. Moi, je trouve ça vraiment préoccupant. Alors, on sait que les Patriots n'ont pas la main chaude pour sélectionner des receveurs. Hein. On l'a vu avec Tyquan Thornton, qu'ils avaient pris aussi au deuxième tour, un peu plus loin, mais au deuxième tour aussi, qu'ils ont coupé, hein, il me semble, dans la saison. Oui, c'est ça. J'ai peur que Jalen Polk, que ça soit rangé dans la même catégorie. Dans la même catégorie, parce que lui, déjà, j'avais trouvé qu'il était sélectionné un peu haut. Par rapport à son ancien collègue de Washington, des Huskies, Jalen McMillan, qui lui a pris en fin de troisième tour, a été excellent en deuxième partie de saison avec les Bucks. À ses côtés. Rome Odunze au premier tour. Mais par rapport à Macmillan, qui était pris plus loin, lui a été très bon à me prouver qu'il était un vrai bon receveur numéro 2, parce qu'en l'occurrence, il y a toujours Mike Evans aux Bucks. Et que c'est arrivé après la blessure de Godwin, mais Polk, franchement, je les ai vus jouer les Patriots, il est inexistant, quoi. C'est vraiment, je sais pas si le Mike Vrabel va pouvoir améliorer les choses. Je lui souhaite, parce qu'encore une fois, je me répète à chaque joueur, mais c'est qu'un rookie. Mais là, vraiment, les espoirs sont minces. Moi, je suis vraiment pas optimiste. Ah ouais, toi, carrément, tu es direct, t'es pas optimiste. J'ai rien vu, en fait. J'ai rien vu d'encourageant. D'accord. Parce que tu peux trouver des excuses avec différents paramètres. S'il avait joué toute la saison avec un quarterback vraiment à côté de ses pompes ou quoi, mais puis il n'y a personne, quoi. Il y a personne autour. Et il faut dire, tu sais, dans les premiers matchs, on le voyait beaucoup, et c'était Jacoby Brissett, le receveur, et là, avec Drake May, qui est censé être plus talentueux que lui, qui est censé trouver le trouver plus, ben non, les statistiques ne sont pas là. Il fait que 19 yards, il fait 22 yards seulement avec Drake May. C'est triste à voir. Et donc, par rapport à des receveurs comme Kendrick Bourne ou d'autres receveurs des Patriots, on est très très loin du compte, clairement. Et je pense que s'il continue dans cette trajectoire, comme tu l'as dit, je pense qu'il sera arrangé dans les catégories des receveurs décevants, draftés par les Patriots dans les 2 premiers tours, parce qu'il n'y a pas que Tyquan Thornton, il y a aussi Kenny Larry, d'autres receveurs des Patriots qui ont été vraiment dans ce domaine-là plus que bust. Je crois que c'est vraiment un flop, mais total. Lui, est-ce qu'on peut parler de flop pour les années à venir ? On verra peut-être, mais du côté des Colts d'Indianapolis, il nous a déçus, parce que avant la saison, on va pas se mentir, ce comité de receveurs des Colts, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se détache entre Michael Pittman, Alec Pierce et Josh Downs. Il faut trouver peut-être quelqu'un pour soulager Anthony Richardson. Les Colts, au deuxième tour, vont chercher Adonai Mitchell. Et là, on se disait, on a tout d'un potentiel style. Et là, on est très loin du compte. Alexandre, seulement 23 réceptions, 312 yards, un nombre de drops presque incalculable. Pareil, même question que Jalen Polk. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il n'a pas le niveau ? Est-ce qu'il a eu un problème d'adaptation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai hésité à le mettre dans ce top flop parce que il a quand même malgré tout un peu de concurrence. On a vu un Josh Downs plutôt bon cette saison. On a vu un Alec Pierce, alors sur courant alternatif, mais du coup les matchs où il jouait, ça scorait bien. Plus une machine à gros jeu, Alec Pierce. Voilà. Donc c'est plus ça. Ça engrangeait. Et je pense que Mitchell, il a eu du mal à trouver sa place dans ce comité-là. Parce qu'on sait que Pittman, c'est le receveur numéro 1 quand même, normalement. Receveur de possession. Tu l'as dit, Pierce pour les gros jeux, Downs pour la vitesse. Et je pense qu'il a eu beaucoup de mal à se trouver, à savoir quel était son rôle, comment il pouvait se démarquer ou se distinguer de ses coéquipiers.
les allers-retours de Richardson sur le banc, pas sur le banc, blessé, pas blessé, je pense que ça n'a pas forcément aidé. Mais c'est vrai, tu l'as dit, que quand il a été sélectionné, on s'est dit, bon, super, il trouve une arme de plus pour Richardson, il faut l'entourer, ils l'ont pris très tôt, ils ont misé, ils ont fait un gros pari, il faut lui donner des armes. Cette arme-là, pour l'instant, alors certes, les yards, 300 yards, un peu plus, c'est pas ridicule, mais c'est le nombre de réceptions qui est un petit peu inquiétant, je trouve. C'est-à-dire qu'il a une moyenne de yards par réception qui est bonne, mais du coup, sa contribution est mince. Il a beaucoup de matchs où il a des zéros pointés, et ça, c'est ce qui est le plus préoccupant, je trouve. Donc, va vraiment falloir que pendant l'intersaison, il arrive à trouver le profil de joueur qu'il est, parce que je pense qu'il ne sait pas encore qui il est, et c'est ça qui lui a joué des tours, qu'il va falloir aussi régler vite, parce que Pierce et Downs, qui sont censés être derrière lui, ils poussent, et c'est des joueurs qui vont bientôt négocier des contrats, donc ils doivent se montrer, ils arrivent à faire des choses, donc voilà, à lui maintenant de prouver qu'il peut faire mieux. Oui, c'est ça, exactement. Et tu l'as dit, moi je disais un nombre incalculable de drops et 23 réceptions sur 55 fois visées. Alors oui, il n'a pas le meilleur quarterback en termes de précision, mais il a quand même fait quelques réceptions, on va dire, quelques matchs où il a relâché des ballons. J'en suis un match contre Denver notamment, il relâche un ballon alors que le touchdown était tout cuit. Enfin, c'est un joueur qui a fait vraiment de très bonnes choses, que ce soit à Georgia ou à Texas. Et là, pour moi, j'ai pas reconnu le joueur. Donc, comme tu l'as dit, on attend d'Adonai Mitchell qui s'affirme en tant que peut-être receveur numéro 3, numéro 2. On lui demande même pas d'être receveur numéro 1 puisqu'il y a déjà Pittman et Pierce. Qu'est-ce qu'il lui faudra qu'il améliore? Peut-être déjà les mains, je pense, mais quoi d'autre qu'il faut qu'il améliore pour qu'il soit une cible plus fiable pour Anthony Richardson ou un autre quarterback des Colts? Pour moi, et c'est ce qui le distinguait de son collègue à Texas, Xavier Worthy, c'est qu'il était censé avoir un arbre de tracé plus complet, donc j'attends qu'il soit plus performant sur ses routes, et effectivement qu'il ait des meilleures mains. Et c'est en proposant davantage de solutions, enfin voilà, de pouvoir s'aligner sur chaque snap de passe, qui pourra faire sa place, sans relâcher le ballon. Oui, ça aussi, les problèmes d'alignement, c'était aussi sa grosse carence, parce que, alors par exemple, Malik Nabers, il a des problèmes pour arrêter la motion, comme on dit. Lui, il a des gros problèmes d'alignement, et comme tu l'as dit, on ne savait pas trop où il doit se situer. Il avait l'air perdu, tout simplement, dans le plan de jeu, mais il a l'excuse d'être un rookie, et donc on attend une amélioration. Ouais, et puis d'un staff un peu aléatoire aussi. Donc, c'est ça. En tout cas, il y a eu un changement en cours de saison. Donc on verra ce que ça va donner en 2025. Là, lui, comme je t'ai dit, il était assez border pour être dans mon top flop. Donc on va plus que les autres, on va le laisser travailler. Mais il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. Là, il y a clairement du boulot, et on espère avoir une saison à plus de 312 yards pour l'ancien receveur de Texas. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cette saison, cette première saison sur les jeunes joueurs, qu'on va clôturer sur des flops, des rookies, qu'on espère un vrai rebond lors de leur deuxième saison. Il y aura évidemment les autres podcasts, là cette fois-ci sur les joueurs NCAA, évidemment les quarterbacks, les running backs, les receveurs, les tight ends, bref, tout ce que vous voulez. Ce sera avant la draft, évidemment, et Alexandre sera aussi à mes côtés pour le faire. Alex, déjà, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Mais merci de l'invitation. Et tu reviens quand tu veux, évidemment, pour ces podcasts sur les jeunes joueurs, qu'on va probablement le faire l'an prochain. N'oubliez pas que toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. N'oubliez pas les réseaux sociaux et le Tipeee. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine, et un très bon week-end également. À bientôt. Salut.
To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.